Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 399 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, on va parler de Tom Thibodeau. Thibodeau a été viré des New York Knicks, donc on va un peu détailler tout ça, les causes, le pourquoi, le futur, etc., etc. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Tom Thibodeau viré des New York Knicks. Ça y est, c'est fait. Il n'est plus le coach des Knicks. C'était un peu la bombe de ce mardi soir qui nous a un peu tous pris de court. En tout cas, moi, pour le coup. Certains non, un peu moins, mais moi, j'étais un peu surpris. Donc, on va essayer d'en parler aujourd'hui. On était censé faire autre chose pour aujourd'hui comme podcast, parler un peu de construction d'équipe, mais ben voilà, changement de plan. Traitons un peu l'actu brûlante parce que c'est l'actu la plus intéressante. Le sujet un peu sur la construction des équipes, notamment les deux équipes qui sont en finale NBA. Bon, c'est pas urgent, c'est un sujet d'ailleurs que je veux traiter depuis au moins 3-4 ans, donc c'est pas grave, ça peut attendre 2 jours de plus ou une semaine de plus. Et puis demain, sans faute, là par contre, demain, la grande preview tactique, jour de finale, demain, comme ça dans la journée, vous pouvez écouter ça, c'est frais dans votre tête pour le match 1 qui va commencer jeudi soir. Bref, voilà pour le programme, on s'en fiche, enchaînons directement. Thibodeau viré des New York Knicks. Et c'est vrai que, bon, première chose, on peut commencer par là. Moi, j'avoue que je suis un peu étonné. Je suis un peu étonné, et ce qui ne veut pas dire que je suis forcément en désaccord total. Faut, je pense, un peu distinguer les deux notions, dans le sens où je pense qu'on a des choses à lui reprocher. On peut lui reprocher pas mal de choses. On peut aussi dire qu'il a fait beaucoup de bien, et on va le dire. Mais il y a un peu ce truc où, d'ailleurs, on en parlait littéralement hier pour vous. C'était avec Baptiste. On a fait le bilan de la série, la finale de conférence Est entre Indiana et New York. On a fait 1 heure et demie, je sais pas combien, mais vous voyez que dans tout ce qu'on a pu dire dans ce bilan tactique, et ça ne se limitait pas à Indiana a bien shooté à 3 points, mais on a quand même fait pas mal de reproches sur la série à Thibodeau. Et des reproches qui ne sont pas juste « Ah bah tiens, il fait jouer ces mecs très longtemps ». Non, ça c'est un peu trivial, ou c'est un peu banal, ou même parfois un peu faux. Mais bref, il y a quand même des reproches tactiques qui sont faits. Donc en fait, c'est pas que je suis en désaccord avec la décision en soi, forcément, en tout cas pas nécessairement. C'est simplement que je suis étonné dans le sens, je ne pensais pas que ce front office ferait ce choix-là. Voilà, donc c'est un peu de là que vient ma surprise, pour faire un peu une analogie. Par exemple, Mike Malone, c'était pareil. Mike Malone, je réclamais un peu sa tête, non, quand même pas à ce point, mais moi, j'étais pas hyper fan de Mike Malone, on va pas refaire le podcast sur Mike Malone, mais pourtant, au moment où ça a été fait, j'étais quand même surpris surpris du timing, mais même du fait que la décision soit prise tout court. Surpris que Denver fasse le pas enfin et le vire. Donc voilà, un peu les deux. On va aussi parler de pourquoi est-ce que ça peut être un peu étonnant, notamment vis-à-vis de ce front office, mais notamment vis-à-vis des reproches qu'on peut lui faire, au-delà de l'aspect surprise. Donc, bon, le fameux « il fait jouer ses stars ou ses joueurs trop longtemps ». Ça, il y a une partie un peu qui est devenue running gag, mais il y a tout de même parfois un fond de vrai, donc ça fait partie des reproches. Mais c'est vrai que d'autres aspects qu'on peut évoquer, pour éviter que vous ayez à vous retaper le podcast d'hier, mais c'est vrai que, par exemple, McBride, on n'a pas compris pourquoi est-ce qu'il n'a pas plus joué sur la série contre les Pacers, parce que la rotation était quand même un peu resserrée, donc pourquoi tu fais pas jouer un mec comme ça qui est viable des deux côtés du terrain. La question des line-up aussi, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu plus de line-up un peu en small ball, en spacing un peu absolu, ou alors à l'inverse, des line-up très défensifs. Ça a été un peu l'océan entre deux chaises, dirons-nous, sur cette série. Donc voilà, toujours niveau line-up d'ailleurs, Thibodeau avait choisi de jouer la carte un peu du rebond offensif, mais ça a été bien, mais pas génial, ça a été bien, mais le problème c'est que pour faire ça, il a utilisé beaucoup Mitchell Robinson, qui a eu des conséquences qui sont énormes. Numériquement, il y en a eu plein, mais surtout qu'en termes de pondération, quand on sous-pèse, je pense que les conséquences de jouer beaucoup des line-up qui vont jouer le rebond offensif et donc avec Robinson, les conséquences ont été plus grandes que finalement l'avantage que tu tires d'avoir ce rebond. On l'a développé, la question des match-up, le fait que tu es Robinson, ça fait que tu repoussais un peu tous les match-up, donc 4 qui étaient sur Towns en attaque et en défense, par exemple, ce genre de choses. Donc bref, tu perdais un peu la valeur de spacing de Towns aussi, puisqu'il était plus défendu par le pivot adverse, etc., etc. Donc ça, effectivement, peut-être un reproche. Le reproche aussi un peu toujours de Jalen Brunson, pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus utilisé off-ball, notamment. Le reproche de Haliburton dans cette NBA qui est devenue la chasse au mismatch depuis 10 ans maintenant, depuis LeBron contre Curry, les finales des Cavs Warriors. Bon, c'est vrai que là-dessus, il n'a pas été assez ciblé, Haliburton. Et ça, il y a une partie de coaching, il y a une partie d'effectifs, de compétences des joueurs parfois, etc. Mais il y a aussi une partie de coaching. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de reproches qu'on peut faire, mine de rien, tactiquement, ne serait-ce que sur cette série de finale de conférence de New York contre Indiana. Et c'est vrai que, bon, le timing est ce qu'il est.
Thibodeau aurait-il été viré si les Knicks étaient allés en finale NBA? Peut-être, peut-être pas. Et on l'a dit aussi, il y a quand même beaucoup de reproches, de regrets peut-être pour cette série parce qu'on n'affrontait pas les grands Cavs, on n'affrontait pas le grand Boston. C'était je pense, des Pacers un peu plus prenables. Si les Pacers un jour se décident à bien shooter à 3 points. Mais non, mais il y a peut-être des regrets. Mais ce que je veux dire, c'est que bon. Est-ce vraiment une réponse à ça? Est-ce vraiment une réponse à cette élimination? Ou est-ce que ça couvait peut-être depuis un peu plus longtemps? Je ne sais pas. J'ai vu là depuis... donc j'ai eu ce matin, là j'enregistre mercredi matin en urgence. Mais c'est vrai qu'il y a le GM ou le président d'Opération Basket, je sais plus, Léon Rose, donc enfin le big boss grosso modo, qui a dit voilà, nous on est focus sur gagner et donc on pense que c'est pas la bonne option. Bon, un peu le langage, un peu langue de bois, mais qui tout de même veut dire bah voilà, nous il nous faut une nouvelle voix dans le vestiaire, il nous faut un truc un peu mieux quoi. Donc voilà, c'est vrai que d'un côté, des reproches. De l'autre côté, j'ai quand même envie d'insister, pour le coup, non pas sur ce qu'il a fait de bien, restons un peu sur le négatif. À quel point est-ce que c'est pas aussi un peu lié au front office, précisément, ces reproches qu'on peut lui faire? Je pense que c'est pas tout blanc tout noir, évidemment, mais justement, c'est pas tout blanc tout noir. C'est pas que des reproches qui sont à imputer à Thibodeau. Il y a aussi une partie, quand je parle de front office, de construction d'équipe, évidemment. Notamment le fait que, le manque de profondeur de l'équipe, ça, c'est pas trop le boulot de Thibodeau. On peut dire, effectivement, c'est d'ailleurs pour ça, précisément, que c'est dommage qu'un McBride n'ait pas joué beaucoup plus que ce qu'il n'a joué pour de vrai dans la série finale de conférence. Voilà, quand t'as un effectif à ce point limité et resserré, c'est dommage que t'aies une cartouche et un mec qui peut, mais que tu n'utilises pas. Bon, bref, mettons ça de côté. Il y a quand même le fait que cet effectif manque de profondeur. Ça manque de bons joueurs numériquement. On a vu que les Pacers sont quand même peuvent jouer parfois 7, 8, 9, 10 et des minutes de qualité, là où côté Knicks c'était quand même un peu plus compliqué. Donc oui, Thibodeau il aime bien jouer avec ses mecs, mais quelles étaient vraiment sur le banc les vraies très bonnes options? Bon, il y avait des options, mais est-ce qu'elles étaient très bonnes? Est-ce qu'elles, sans aller jusqu'à dire parfaites, mais est-ce que au moins c'était des bonnes options? Pas forcément. On a vu qu'on a ressorti du Delon Wright, qui était pas sorti depuis un moment, qui a fait une plutôt bonne série, mais dans son registre. Ou alors c'était reprendre l'option complètement opposée, monotâche opposée de Landry Shamet, plutôt pour le shoot, plutôt pour ce genre de choses, même s'il a bien défendu aussi, mais bon, on est quand même sur des joueurs gadgets, quoi. Donc c'est vrai qu'en termes de profondeur d'effectif, c'est un peu la leçon de ces finales NBA d'ailleurs, c'est que superstar d'accord, mais pas que. Il y a aussi OKC, Indiana, deux équipes qui ont une profondeur d'effectif assez immense. En l'occurrence, ça, c'est pas lui, c'est pas Thibodeau. La construction de l'effectif, c'est pas Thibodeau. D'ailleurs, je rajoute un truc qu'on oublie peut-être un peu trop souvent, d'ailleurs à mon goût. On parle de l'échange Cat contre Randle, mais ce qu'on oublie un peu, c'est que c'est pas Cat contre Randle, c'est Karl Anthony Towns contre Randle et DiVincenzo. Et c'est pas rien. Justement, quand aujourd'hui on parle de profondeur d'effectif, quand aujourd'hui on parle de le sixième homme qui était McBride, il a peut-être pas assez joué, etc. Il faut pas oublier que comparé à l'an passé, on a quand même perdu un mec qui était littéralement un titulaire NBA dans cette équipe à, je crois, 30 minutes de jeu par match en moyenne. Enfin, c'est pas que 4 versus Randle. Il y a aussi la perte d'un mec comme ça, qui est un mec qui est ultra important. On l'a vu à Minnesota, et on l'a vu d'ailleurs un peu partout dans sa carrière quand ses coachs ont bien voulu le faire jouer. Mais bref, donc là, voilà, par exemple, ça c'est aussi un élément. Pareil, les reproches qu'on a pu faire avec Baptiste sur la série, ou sur d'autres séries, mais le côté, pourquoi est-ce qu'on n'a pas tenté plus de line-up? Peut-être parfois un peu plus full attaque ou full defense, ou pardon, on va essayer de parler français, plus axé optimisation offensive ou défensive. C'est vrai que là-dessus, il y a toujours ce truc de, en un sens, Josh Hart qui annihile un peu le super pouvoir de Cat. On va pas le répéter à chaque fois, même si je le fais là pour le coup, mais Cat qui a un poste 5 qui shoot, techniquement ça peut te conférer un spacing parfait, sauf que à côté t'as Josh Hart qui est un non-shooter, et donc les équipes adverses planquent leur pivot défensif sur Josh Hart, et même de facto ça te fait un non-shooter sur le terrain, donc t'as pas ce spacing absolu que tu pourrais avoir avec Towns. Et là en plus sur la série, on n'a pas Josh Hart qui a joué beaucoup, en tout cas pas tant que ça avec Cat, mais on a eu Mitchell Robinson, donc en fait c'est aussi un non-shooter. Donc là encore, le reproche au final, oui, mais pourquoi t'as pas fait jouer plus de line-up complètement en full offense? Il y avait l'option McBride, ok, mais du reste, il n'y avait pas non plus des tonnes d'autres options. Donc même sur ce reproche de pourquoi pas faire plus de line-up axé full defense ou full attaque, c'est vrai que ça manquait peut-être un peu d'options parfois. C'est pas, on retombe sur ce côté, le nombre de vrais très bons joueurs dans l'effectif est peut-être un peu limité pour le coup. Donc c'est, là encore,
le blâme n'est peut-être pas à mettre que sur Thibodeau. Il y a aussi une partie du front office, à mon sens. Après, quelle partie, à quel point, je ne sais pas, vous décidez, mais je pense que c'est quand même un peu des deux. D'ailleurs, j'ai dit pour l'attaque, mais pareil pour la défense, hein, vous avez compris. On n'a pas non plus des tonnes d'options, ou l'option qu'on avait, c'était Robinson qui était voilà, c'est pas non plus parfait en termes de pivot défensif, et au-delà de ça, bon, la profondeur défensive, elle était pas là non plus, quoi. Donc voilà, on parle pas de le spécialiste qui peut rentrer sur 10 minutes. On parle de vraiment dérouler des line-up, des configurations et des systèmes qui vont durer plus, je sais pas moi, 20 minutes par match ou des trucs comme ça. Non, il n'y a pas trop ce calibre de joueurs. Mais parce que voilà, t'as des gros salaires sur pas mal de joueurs, t'as un 4-5 mecs qui sont de très bonne qualité, mais derrière, c'est un peu de moins bonne qualité, précisément, parce que t'as moins d'argent à allouer au reste de l'effectif. Bref. Il y a aussi le fait que, d'ailleurs, parlons un peu de ça, on parle aussi de joueurs à compromis dans cet effectif. Bon, 4 étant le plus évident sur le poste de pivot, donc peut-être plus important, mais c'est pareil, Josh Hart. Josh Hart qui a un cas extrêmement atypique, qui fait des choses très très bien, qui est extrêmement valuable, notamment. Après, on peut voir que dans certaines configurations, certains match-up, ça peut aussi poser problème. Donc, bon, moi je pense que je le prends tous les jours, hein, Josh Hart. Il n'y a pas de problème, et je pense que Thibodeau aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, on commence un peu à accumuler les cas de ah mince, c'est pas viable parfaitement des deux côtés du terrain. En tout cas, c'est pas facile à manipuler. Pardon. C'est pas des joueurs évidents. C'est quand même des joueurs avec compromis. D'autres équipes en ont, mais est-ce que d'autres équipes qui sont arrivées à ce point loin en play-off ont autant de ce qu'on appelle des joueurs à compromis? Des joueurs où il faut un peu bricoler pour que ça marche en défense, que ça marche en attaque, etc. Bon, ben voilà, Josh Hart, j'adore, mais ça reste quand même, non, peut-être pas un maillon faible, hein, pas du tout, je pense que ça reste un joueur largement positif, mais qui, face au bon coach en face, le bon coach en face peut le punir ou peut exploiter cette faille, en fait, mine de rien. Avec ce fameux, c'est pas un shooter, mettons un pivot sur lui, et puis le pivot il abandonne, il peut protéger le panier. Donc voilà, ça c'est aussi important. Et puis même, plus globalement, et là encore, c'est pas Thibodeau, on lui a offert une équipe qui, en effet, est très bonne, en tout cas un 5 de départ ou un noyau dur, on va dire 5-6 joueurs de très grande qualité, mais tout de même, on parle d'une équipe qui a 2 maillons faibles défensifs. Donc là, on parle de Brunson et de Cat. Et c'est vrai que pour un mec comme Thibodeau qui est extrêmement compétent en défense. D'ailleurs, il a fait de bonnes choses avec ces deux mecs. Mais on en a parlé toute la saison. À quel point est-ce que c'est pas un obstacle un peu trop grand à surmonter au final, cet aspect de non pas un maillon faible, mais 2 maillons faibles, en plus de surcroît des maillons faibles qui sont sur des postes un peu clés. C'est-à-dire que c'est voilà, le maillon faible défensif au point d'attaque, Brunson, qui va être facilement ciblé sur des pick and roll entre petits, et tu sais pas quoi faire, vu qu'en face, souvent, la superstar adverse, ça va être un porteur de balle, il va être vite mis à mal, de par allez, hop, on fait un écran avec un petit, on implique Brunson dans l'action, soit Brunson switch pas, mais donc il y a un décalage, soit il switch, mais il se retrouve face à la superstar adverse qui peut le punir. Donc voilà, donc ça, premier maillon faible, et puis le deuxième, c'est Cat, c'est Towns. Et défensivement, on est sur quelqu'un qui est à compromis, qu'il faut protéger, etc., etc. Et c'est même pas tellement soit Brunson, soit Cat, c'est le fait que tu es les deux. Et il y a presque un aspect de, finalement, 1 plus 1, ça fait pas 2, quoi. Ça fait 11, comme dirait Jean-Claude. Non, mais en fait, il y a un effet multiplicatif. C'est presque les valeurs et plutôt le compromis, plutôt que valeur négative, mais le compromis se multiplie quand tu as les deux. C'est pas juste un compromis, la valeur d'un compromis plus la valeur du deuxième compromis, elle s'ajoute. Non, en fait, elle se démultiplie parce que le nombre, les implications derrière pour les protéger, elles sont énormes. Et tu peux pas le faire avec un tel, tu peux pas faire avec un tel, il faut que tu aies tel schéma, tel line-up, etc. Donc voilà, là encore, Thibodeau a plein de reproches. Tout de même, quel coach serait arrivé à aller aussi loin, ou même aurait pu arriver jusqu'au titre, avec une équipe qui possède 2 maillons faibles? Une nouvelle fois, dans cette NBA et ces playoffs qui, depuis 10 ans, c'est clairement de la chasse au mismatch. Et là c'est même pas que t'as un mec qui se fait cibler, c'est que t'en as 2. Et 2 sur 2 postes clés en plus, 2 postes clés défensifs. Donc, voilà, reproche à Thibodeau, mais par ailleurs, la tâche n'était peut-être pas si aisée que ça. Et le front office a peut-être aussi parfois des reproches, ou parfois juste, c'est la conséquence de tes choix, qui sont des bons choix. Je pense que c'est un bon choix d'amener 4. Ça a amené plein de bonnes choses. Mais on va dire que de facto, tu te retrouves avec cette configuration de maillons faibles. Et ça, c'est quand même dur à surmonter. Donc en plus, d'ailleurs, on peut enchaîner là-dessus, mais il s'en est quand même pas si mal sorti. On l'a répété toute l'année, ce côté, il y a 2 mecs que tu peux cibler, etc. etc. Bon, ils ont quand même la 12e meilleure défense de NBA. 12e, donc une défense qui est au-dessus de la moyenne NBA. Une défense qui est meilleure que la moyenne.
Alors, on n'est pas dans des zones un peu comme il a pu connaître parfois hein, à Chicago, des trucs comme ça, où on était top 1, top 2 défense de NBA, évidemment. Mais bon, avec le matos qu'il a, faire 12e, c'est pas mal. Avec un 4, notamment poste clé défensif de pivot, c'est pas mal. Avec Brunson aussi, c'est pas mal. Et puis, par ailleurs, on a aussi, pour continuer un peu à décrire 2025, 12e défense et 5e attaque. 5e attaque. Et là encore, avec 5e attaque, bon, t'as une superstar offensive qui est Brunson, d'accord. Mais 5e attaque avec un 4 qui pourrait être le jackpot absolu, c'est-à-dire le poste 5 qui shoot, mais qui, comme on dit, n'est pas tout le temps optimisé parce que son super pouvoir magique de spacing absolu est neutralisé par Josh Hart à côté. Donc, c'est pas Josh Hart en soi, c'est le fait qu'il y a un non-shooter à côté de 4 qui fait que le pouvoir de spacing que pourrait t'apporter et la magie du spacing que pourrait t'apporter un poste 5 qui shoot, elle est un peu atténuée. Donc 5e malgré ça, malgré le fait qu'en sortie de banc, t'as un Mitchell Robinson qui offensivement n'est pas non plus la panacée en dehors de son rebond offensif, mais qui est plus un truc un peu gadget de certaines séries, certaines configurations, je pense, plus le fait qu'il n'y a pas non plus des tonnes de profondeur, on l'a dit encore et encore, hein, la profondeur d'effectif de Phoenix, elle est pas folle, donc voilà, et puis pas non plus, d'ailleurs, pas trop spacing. Les Knicks sont pas une équipe avec des tonnes de shooters en termes de fréquence, en termes de qualité, et même les bons shooters, je crois que c'est Baptiste qui en parlait hier, même les bons shooters, comme il disait, c'était des Anunoby et des Michael Bridges qui font partie des bons shooters, certes, mais c'est des mecs qui ne sont pas des shooters à haut volume et qui, sur une série de playoffs ou sur un match, tu vas les abandonner, tu peux les abandonner pour mieux protéger le panier, et c'est pas des mecs qui vont enchaîner facilement, se dire, ah bah tiens, je suis ouvert, je vais prendre 15-3 points sur le match, quoi. Et je pense que globalement, j'insiste un peu, mais au final, il y a des reproches qu'on peut faire à Thibodeau, mais il y a aussi une part de discrédit ou une part qui doit partir, une partie du blâme qui doit partir au front office en partie. Il y a une partie du blâme qui va juste sur le fait que l'équipe et cette configuration, c'est peut-être très dur, voire même impossible dans la NBA d'aujourd'hui de gagner avec deux maillons faibles. Et puis, malgré tout, et puis il y a aussi tout de même le très bon travail qu'il a fait malgré ses obstacles et malgré ses imperfections. Donc c'est un peu, voilà, c'est pas tout blanc tout noir, je trouve. Au passage, donc 5e attaque, 12e défense, qui à mon avis est, surtout en défense, peut-être une surperformance relative au matos, peut-être, mais ce qui donne au final le 6e meilleur net rating de NBA, le 6e meilleur différentiel attaque-défense, qui est un peu le critère de base, c'est le but du basket, de créer un différentiel attaque-défense. Voilà, on avait quand même affaire à une équipe, je vais pas dire d'élite, mais pas loin, quoi. Ça dépend comment est-ce que vous voulez manier un peu votre vocabulaire et la sémantique, mais on va dire que cette année, on avait 3 équipes un peu proches du all-time ou autour des plus 10 de différentiel, plus 10 par 100 possessions, différentiel attaque-défense, hein, que ce soit OKC, Cleveland et Boston, donc 3 monstres, et ça n'arrive jamais, quasiment jamais, des équipes à plus 10, mais bref. Après, en termes de, je vous ai dit déjà 6e de NBA, et 6e juste à côté de Minnesota qui était 5e, hein. Donc c'est pas mal du tout. Et même en termes de chiffres bruts, en chiffres bruts, on était sur plus 5. Plus 5 points de différentiel par 100 possessions, de plus 5 de positif en termes de net rating différentiel attaque-défense. Donc en fait, on a vraiment le profil d'une équipe qui, mais qui est finaliste de conférence. On est totalement sur des scores un peu classiques. Alors, il n'y a pas de règle, hein, mais on est sur des scores classiques de finalistes de conférence, pour le coup. C'est pas choquant de se dire, bah tiens, cette équipe qui a plus 5, elle a perdu. Elle va pas en finale. En général, finale NBA, ou vraiment calibre chapeau 1, on va dire, de favori au titre, on est autour des, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, etc. En termes de niveau de jeu, ça se reflète un peu là-dessus. Bon, voilà, tout ça pour dire que malgré les limites et les bizarreries de l'effectif et les défauts et les compromis, etc., on a un mec qui a produit une saison qui était quasiment top 5 équipe NBA de l'année. Entre guillemets, c'est juste qu'il y en avait 2 meilleurs cette saison, Cleveland et Boston, et c'est juste aussi, on peut en parler, hein, on va pas redévelopper, mais bon, Indiana a fait de bons trucs et New York a fait des mauvais trucs. Il y a aussi le fait que, ce qu'on a appelé le Dark Maul, en fait, hein. C'est-à-dire que à l'époque, il y avait la Jedi Defense, donc la défense de Jedi, c'est quoi? C'était un terme un peu ironique pour dire que on arrive à faire que les adversaires en face ne shootent pas bien à 3 points, notamment, alors qu'en fait, c'est ironique parce que en fait, on n'influence pas le pourcentage adverse à 3 points. On peut essayer de contester les tirs, on peut maîtriser le nombre de tirs qu'on concède, on peut essayer de maîtriser la qualité de tir qu'on concède, mais pas l'efficacité. Bref, donc la Jedi Defense,
Mais là, Indiana, c'était pas qu'un côté du sabre, hein. Il y avait les deux, quoi. Il y avait Dark Maul, il y avait le sabre qui partait des deux côtés, avec un aspect de Indiana l'adversaire d'Indiana, donc les Knicks, shootait pas bien à 3 points, donc sous-chauffe total, et qui est un peu aléatoire. Et de l'autre côté, en plus, les Pacers qui, eux, mettent tout. Hein, les Pacers sont tout mis à 3 points. Donc, là encore, hein, certes, il y avait 2 meilleures équipes, Boston-Cleveland, et ils sont tombés aussi sur une équipe qui, intrinsèquement, n'était pas forcément bien meilleure, je ne pense pas, mais qui a bien joué tactiquement et qui surtout était aussi un peu en réussite. Et voilà, je pense que ça n'aurait pas été choquant de voir les Knicks en finale NBA non plus. Donc bref, je pense tout de même qu'il faut quand même souligner ça. Il faut quand même souligner que malgré les reproches, il y a les limites de l'effectif et le fait que tu tombes aussi sur une équipe d'Indiana qui est en forme, qui est bien en forme. Donc voilà. Sur le côté surprise, néanmoins, j'avoue que là où je suis étonné, c'est que, qu'on me dise, au final, Thibodeau a fait son temps, ça me choque pas. Qu'on me dise, on essaie de trouver mieux, ça me choque pas du tout. Hein, c'est un peu l'idée de, comment dire, on a un bon coach, mais on peut peut-être passer au truc au-dessus. D'ailleurs, les Cavs, c'était un peu ça. Bickerstaff, on a vu que Bickerstaff était un bon coach, il avait quelques limites, c'est pas un mec qui va être génialissime en playoff, sur les strates supérieures, ajustements, etc. On a fait mieux, on a trouvé Kenny Atkinson. Exactement, d'ailleurs, comme il y a 10 ans, on est passé de Mark Jackson à Steve Kerr, hop, on monte en grade. On est passé de Mark Jackson, qui était un bon coach, Jackson, je trouve, moi, à l'époque, mais sauf qu'on est passé de Jackson, qui était 7 sur 10, à, allez, tiens, on va embaucher Steve Kerr, qui est un 10 sur 10, quoi. En ce sens, ça peut s'entendre. Il faut voir est-ce que vraiment on a quelqu'un sur le marché. Est-ce que les mecs ont quelqu'un déjà en tête, en mode, Thibodeau, c'est sympa, mais nous, on pense que lui, il va être beaucoup mieux. Premièrement. Deuxièmement, il y a peut-être aussi l'essoufflement naturel du vestiaire. Voilà, le mec est là depuis 5 ans, c'est aussi quelqu'un, on le sait, hein, on blague beaucoup sur le minutage des joueurs, mais je pense que d'un point de vue vestiaire, ça doit être quand même assez... voilà, c'est quand même quelqu'un qui est assez demandant. Et puis même si lui n'est pas demandant, exigeant ou quoi que ce soit, 5 ans, ça peut être vu aussi comme une période assez normale, un cycle assez normal où, au bout d'un moment, il faut, comme ils disent, hein, je crois que c'est ça le communiqué, ils disent, il nous faut une nouvelle voie dans le vestiaire. Et ça, c'est pas forcément contre Thibodeau, c'est juste que c'est comme ça. Parfois, il faut aussi un peu de vent frais, un peu de nouveauté pour relancer ou pour poursuivre le truc sans que le mec en question ait fait quoi que ce soit de très mauvais. Il y a un peu, il faut pas non plus s'accrocher, je trouve, aux anomalies qui, en fait, sont des anomalies. Quand on parle de Popovic qui reste 20 ans, quand on parle de Steve Kerr là, qui est là depuis 10 ans, quand on parle de Spoelstra qui est là depuis 10 ou 15 ans aussi, ça, c'est pas la norme. Ça, c'est les anomalies. Quand on parle de vestiaire, il y a quand même un élément humain. Donc, au final, l'aspect de, t'es là depuis 5 ans, t'as fait du très bon travail, mais on pense qu'il faut un peu passer à autre chose, avoir un petit vent frais ou de la nouveauté, ça me choque pas. Donc ça me choque pas du tout. Cela dit, là où réside ma surprise, c'est que il me semblait tout de même qu'il y avait un mariage parfait, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait un mariage fusionnel entre les opérations basket, GM ou président, je sais pas, parfois c'est le GM qui décide, parfois c'est le président d'opération basket, bref, on s'en fiche, mais entre le front office et le coach. Et même plus que le front office dans sa globalité, entre le décideur, on peut l'appeler comme ça, Léon Rose, qui est un peu, donc je crois, président des opérations basket, donc le décideur, Léon Rose, et son coach, Thibodeau. Pour rappel, hein, on a un peu cet aspect, moi j'aime bien blaguer un peu là-dessus, mais c'est un peu la mafia des Knicks, quoi. C'est avec un peu des micmacs à droite à gauche, dans la légalité, hein, sans doute, mais non, mais c'était quand même, ils sont quand même très fusionnels, ils sont arrivés ensemble. Rappelez-vous, hein, c'était l'aspect de New York qui visait la Free Agency 2019 avec Kyrie, avec KD. Au final, les mecs, ils vont signer à côté, ils vont chez les Nets. Bon, ok. Ils avaient aussi visé Zion Williamson à la draft. Bon, au final, ils ont eu le 3e pick et donc RJ Barrett. Bon, c'est un peu dommage. Et donc, en cours d'année, on a dit, allez, c'est fini, on arrête les bêtises, on vire Scott Perry et Steve Mills, qui étaient les décideurs à l'époque. On engage Léon Rose, qui, je crois, arrive en cours d'année 2020, si je dis pas de bêtises, donc juste avant le Covid. Et qui, en fait, directement, Léon Rose, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher Tom Thibodeau. Et Tom Thibodeau est là dès la saison 2021, donc non pas l'été, puisque l'été ça jouait encore, c'était la bulle, mais dès l'automne 2020, il arrive pour la saison 2021. Et en fait, depuis, on a vu les deux travailler main dans la main. Et c'est en ça que je trouve qu'on peut être surpris, en tout cas moi je le suis, c'est qu'il y avait quand même l'air d'avoir une certaine collaboration entre eux qui était évidente, quoi, pour le coup. Surtout que Léon Rose, c'est pas non plus n'importe qui, je sais pas, mais c'est pas n'importe qui. Non, mais c'est pas un mec qui a un parcours un peu classique chez les GM, chez les front office ou chez les présidents. C'est-à-dire que c'est un mec qui a pas traîné pendant 20 ans dans les front office en mode je gravis les échelons petit à petit. Non, c'est un mec qui, avant, était agent de joueur. Il a bossé pour la fameuse la CAA,
pas la CIA, hein. La CAA, l'agence CAA, qui est une énorme agence de joueurs. Il a eu plein de monde, et en fait, il est aussi passé par là, c'est comme ça qu'il a connu Thibodeau. Il le dit au moment où Thibodeau a été engagé, il disait, nous on se connaît depuis plus de 20 ans. Donc en fait, et voilà, là je parle de ça, mais on l'a vu au fur et à mesure des années, on a vu qu'au fur et à mesure des saisons et des années, les deux s'entendaient bien, le move, l'un faisait des moves pour l'autre, etc., etc. Donc c'est vrai que moi c'est peut-être de ce point de vue-là où je suis un peu étonné de cette séparation. On n'est pas totalement sur un GM un peu quelconque qui aura engagé un coach un peu quelconque sans trop de relations, et puis voilà, cycle normal, on passe à autre chose. Je pensais que le lien serait un peu plus fort que ça, donc je suis un peu étonné, mais bon, bref, passons un peu là-dessus. Et en effet, comme on dit, et je peux comprendre, New York, dans la recherche peut-être d'une marge de progression. Parce que oui, cette équipe, elle est cool, cette équipe n'est pas pour moi, chapeau 1, candidat au titre. Elle l'a jamais vraiment été. Alors peut-être l'an passé, deuxième partie d'année, moi je les avais en tant que favoris, enfin pas favoris, mais je pensais qu'ils pouvaient faire l'upset et gagner Boston. Bon, il y a eu blessure et ils ont été éliminés contre Indiana avec blessure au deuxième tour, donc on n'a jamais vu cette série. Mais voilà, on a affaire à une équipe qui est très bonne, mais qui est peut-être pas chapeau 1 favori, candidat au titre. Donc peut-être qu'en ce sens, il y a le front office et les dirigeants qui se disent peut-être qu'il nous faut un truc en plus. Un peu comme d'ailleurs, encore une fois, le coup des Warriors qui, sous Mark Jackson, retrouvent les playoffs, sont une équipe compétente, une défense compétente qu'on n'avait pas vue depuis une dizaine d'années quasiment. Et voilà, t'aurais pu te dire, t'aurais pu te satisfaire dans cette compétence et dans cette comment dire, ce bon cycle. Et finalement, t'aurais pu te complaire et rester dans cette compétence et ce niveau qui était très bon, en fait. Et en fait, non. Les Warriors ont choisi de dire, bon, c'est bien, mais on veut mieux. Parfois, le mieux est l'ennemi du bien, mais parfois ça marche. Parfois ça marche, tu te dis, ok, Jackson, c'est cool, mais on veut mieux. On veut aller chercher plus haut. Donc, c'est vrai que ça peut passer, comme on l'a dit, par le coaching. Ça peut. Thibodeau n'est pas parfait. Ça peut passer par un coaching un peu meilleur. Mais, néanmoins, progresser par un nouveau coach, je l'entends, mais ce ne sera pas suffisant. Je pense qu'il faut que ça s'accompagne également de changements d'effectifs. Et sans doute d'ailleurs qu'on arrive à un été peut-être un peu charnière, un peu clé pour les Knicks. Je pense clairement qu'il y a peut-être un choix philosophique à faire ici. Et on l'a détaillé avec Baptiste, on l'a détaillé toute la saison dans l'hebdo, tous les lundis matins. Je l'ai refait encore aujourd'hui. Il y a un peu ce truc de, bon, Kat n'est pas totalement optimisé malheureusement, et on n'arrive pas totalement à gratter la valeur d'un pivot qui shoot. Et peut-être qu'il y a un choix philosophique ici à faire, dans le sens, dans quelle direction partons-nous? Et plus que ça, n'aurait-on pas intérêt à choisir une voie et à y aller à fond, plutôt que cet entre-deux qui présente des compromis des deux côtés? En l'occurrence, pour parler concrètement, n'a-t-on pas intérêt à partir sur un effectif et une construction d'effectifs beaucoup plus tournée vers de l'attaque à foison, autour de Kat et son shooting poste 5, ou bien, à l'inverse, partir sur, tourner la page 4 ou je ne sais quoi, et finalement partir sur une défense d'élite. Et en fait, un peu recréer un modèle qui marche beaucoup, qui marche très bien en NBA depuis des décennies, c'est-à-dire le modèle défense d'élite plus un porteur de balle un peu star, Brunson, un peu héliocentrique, qui, on va pas être top 5 attaque, mais on va être juste assez bon en attaque pour que ensuite la défense, elle, va être élite. Donc, ce combo peut marcher. C'est un peu le combo... c'est un peu comme ça, Allen Iverson d'ailleurs. Iverson côté Sixers à l'époque, c'est une défense d'élite plus laissons faire Iverson. En un sens, c'est aussi un peu le modèle des Bulls de Thibodeau à l'époque, des Bulls, où l'attaque n'était pas non plus géniale, mais la scie défensive était tellement élite, plus de l'autre côté, un mec qui était un peu l'étincelle offensive d'Eric Rose, etc., etc. Donc ça peut être un modèle, ou alors donc le modèle de basculer un peu plus complètement vers l'attaque. Et je pense que là où ça pourrait être intéressant, c'est que chaque choix peut avoir son lot de compromis, là encore. Mais au moins, tu ne pourrais l'avoir que d'un côté. Imaginons, par exemple, si les Knicks se disent, allez, partons sur de l'attaque à tout va et à foison autour du shooting et du spacing absolu de Kat, de Brunson, etc. Bon, mais d'accord, tu seras fragile en défense. Mais au moins, tu auras une attaque qui sera pas top 5, mais qui va être meilleure de NBA et qui va arriver à te créer tellement de différentiels de par l'attaque que l'équipe va être meilleure. Ou bien l'inverse, se dire, allez, partons sur un modèle défensif et l'attaque va être un peu moins bonne, mais la défense va tellement nous gagner des points et nous créer un différentiel que on va gagner par là. Une défense d'élite et une attaque qui sera moins bonne, mais juste assez bonne. C'est un peu l'idée, c'est un peu le tournant, à mon avis, un peu le dilemme, et on verra comment est-ce que les Knicks vont un peu choisir ça, mais
tout ça pour dire, bouclons la boucle, que changement de coach pour progresser, d'accord, mais peut-être que ça devra s'accompagner de changements également dans l'effectif et finalement dans la construction de l'effectif, dans la philosophie globale de cet effectif. Peut-être autre chose que cet entre-deux de on est à la fois bon en attaque et en défense, mais on a aussi des compromis un peu des deux côtés. Donc voilà. Pour New York d'ailleurs, vu qu'on parle de ça, quels seraient les candidats qui pourrait faire passer le step supérieur, qui pour prendre la relève de Thibodeau? Évidemment, pas mal de noms qu'on pourrait évoquer, pas mal de noms sur le marché. Je pense que moi, le principal, celui que j'adore, ce serait Mike Budenholzer. Bon, je sais que vous êtes en train de m'insulter en m'écoutant parce qu'il a fait une mauvaise saison, parce que les Suns ont fait une mauvaise saison. Cela dit, je pense pas que ce soit que lui. Je pense pas que cette équipe... Déjà, cette équipe a un peu des limites de construction d'effectifs également. On a vu, bon, pas besoin de développer ici, mais je pense pas que cette équipe était destinée à être la 27e, 28e, 29e défense de NBA, je sais plus. Un truc à ce point abyssal, quoi. Et je pense pas que ce soit le coaching de Budenholzer qui a été toujours un coach d'élite défensivement. Je pense pas que ce soit lui qui soit responsable de ça, pour le coup. Après, que ça ait pu ne pas coller avec l'effectif en termes de vestiaire et que de ce fait, il y a eu aussi, au cours de la saison, on l'a bien vu, les rumeurs de transfert, de trade qui sont sorties en février par rapport à Durant, qui a un peu tout fait péter. Et que, bon, je pense qu'il y a une spirale négative et que comment dire, les Suns n'étaient pas intrinsèquement aussi mauvais que leur bilan. Mais bref, moi j'avoue que je suis pas hyper inquiété par ça. Je reste plutôt sur mon souvenir d'un Bud qui a été génialissime, quoi, au Bucks. Alors pas parfait là encore, pas parfait, mais non, Bud est quand même pour moi le meilleur coach sur le marché, d'assez loin pour le coup. En plus, c'est marrant, mais il y a aussi Giannis qui est sur le marché. Tiens. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer un échange, Towns impliqué dans l'échange pour avoir Giannis? Bon, je pense qu'on peut couper court assez rapidement. Les Knicks n'ont pas les assets, les Knicks n'ont pas les atouts. Mais non, mais c'est intéressant parce que on parlait de ça, de passer un step supérieur et notamment d'un point de vue choix philosophique. Je pense que Bud peut totalement établir une bonne défense, mais aussi, pourquoi pas, propulser l'attaque à un niveau un peu supérieur. C'était d'ailleurs ce que j'espérais, ce qui se passe aux Suns, ça ne s'est pas passé, mais ce qu'il avait déjà fait côté Bucks, c'est-à-dire un peu révolution tactique et schématique qui fait que une équipe des Bucks 2018 qui était moyenne devient d'un coup la meilleure de NBA et la favorite quasiment pour le titre en dehors des Warriors en 2019, en 2020, etc. Même 2021, ils ont eu le titre pour le coup. Mais voilà, c'était aussi passé par ça. Tout de même, là où c'est intéressant, c'est que justement, ça ne passe pas que par le coaching à l'époque. On parle beaucoup de ça, de Bud qui a bien recontextualisé et réutilisé différemment Giannis, qui pour totalement déverrouiller son potentiel offensif. Et donc, ce qui pourrait être intéressant à faire ici avec Brunson et avec Kat. Je pense que un tacticien offensif comme Bud avec des outils comme ça peut être génial. Mais néanmoins, chez les Bucks entre 18 et 19, il y avait aussi l'ajout de Brook Lopez. Et que, précisément, toutes ces révolutions un peu tactiques qui avaient été instaurées entre 18 et 19 n'auraient pas été possibles, en tout cas pas à ce point, sans un pivot qui shoot, sans l'arrivée de Brook Lopez. Donc, là encore, c'est pareil. Je pense que, en un sens, le coaching de Bud pourrait faire du bien aux Knicks et tenter de les faire passer un peu un step-up. Mais on retrouve aussi cet aspect de ça doit se faire tout seul. Il faudrait peut-être aussi également un peu des changements d'effectifs autour pour s'accompagner de ça. Donc voilà, Bud pour moi c'est un peu le candidat principal, en tout cas mon favori, celui que j'aimerais bien voir pour le coup. Surtout que Bud, qui a une carrière de coach assez admirable, on l'a jamais vu avec un vrai porteur de balle d'élite. Pardon pour Jour l'idée, pardon pour les familles de Jour l'idée, de Bledsoe, mais bon, c'est des joueurs qui ont été très bons. Et pareil pour Tig, à l'époque, Jeff Teague qui était All-Star à l'époque, c'est pas ce que j'appelle un chapeau porteur de balle. Et là, avec Brunson, je serais assez intrigué de voir que enfin Bud, qui a eu des problèmes parfois d'attaque de demi-terrain, parce que à l'époque des Hawks, c'était que un collectif sans superstar, que à l'époque des Bucks, c'était Giannis, mais Giannis a aussi ses limitations en termes de créateur de demi-terrain. Il aurait peut-être fallu avoir un porteur de balle d'élite, mais il est arrivé après Bud, c'est Lillard. Bref, là, je serais assez intrigué de voir enfin que peut faire Bud avec un porteur de balle d'élite, avec un Brunson. Donc ça, je serais assez content de ça. Je ne sais pas à quel point la piste est crédible ou pas. Peut-être pas, j'ai pas d'infos pour le coup, donc je peux pas vous dire. Mais voilà, Bud, pourquoi pas. Surtout que d'ailleurs Bud n'a pas été engagé ni à Denver, alors qu'il aurait pu, ni aux Spurs, puisque les Spurs ont choisi d'aller avec leur genou là, plutôt que prendre un mec confirmé. Donc voilà, Bud est encore sur le marché. Mike Malone, j'avoue que moi je suis un peu moins fan pour le coup.
pour moi, Mike Malone, c'est quand même un peu un cran en dessous tactiquement de ce que peut faire Bud, de ce qu'a toujours proposé Bud en carrière. Mais bref, Frank Vogel d'ailleurs est un peu sur le marché aussi. Mais je pense que Mike Malone et Frank Vogel, on est plutôt sur le modèle, le bon coach, quoi. Le bon coach, le 8 sur 10, le bonne défense, mais peut-être pas assez de génie créatif en attaque pour faire passer un step-up, quoi. En un sens, c'est un peu des répliques assez similaires à ce que peut être Thibodeau, pour le coup. C'est-à-dire l'assise défensive, les bons schémas défensifs, l'accent qui va être mis sur la défense, mais peut-être pas une créativité folle en attaque. Donc, en un sens, est-ce que tu vires Thibodeau pour avoir une version similaire, voire même, un peu moins bien avec Vogel ou Malone? Je suis pas sûr. Bon, Darvin Ham est sur le marché, mais on va pas parler de Darvin Ham, j'ai pas envie de me faire insulter. Après, il y a aussi des options de type Terry Stott ou James Borrego. Terry Stott qui a plus coaché depuis qu'il avait été assistant pendant 2 jours chez les Bucks de Adrian Griffin. Quoique je crois qu'il est peut-être allé aux Warriors, non? Je crois qu'il est aux Warriors, assistant aux Warriors cette année, je dis une bêtise. Mais voilà, connu pour sa période à Portland. Lui, pour le coup, quand on parle de magicien offensif tactiquement, le boulot qu'a réussi à faire et les attaques qu'a réussi à produire Terry Stott avec des effectifs qui n'étaient pas hyper bons en attaque aux Blazers, c'était quand même assez dingue. Donc lui, pourquoi pas? Lui, en plus, avec son attaque, la mover blocker offense, bon, en grosso modo, ça tourne en cercle dans le périmètre pour libérer des shoots, etc. Enfin, il y avait un vrai truc tactique collectif. Il y avait une vraie animation offensive côté Portland et, en plus, qui arrivait à faire bouger des porteurs de balles de type McCollum ou Lillard et utiliser un peu leur menace de shoot off-ball qui était aussi intéressante. Donc Terry Stott, mais bon, peut-être un peu vieux et puis peut-être le train est passé. Et puis Borrego, assistant du côté des Pels pour l'instant, des Pelicans, qui est un magicien offensif également que j'aime beaucoup. Vous le savez sans doute si vous écoutez le Basket Lab régulièrement. Mais voilà, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais sinon, sans doute que les pistes un peu plus probables, ça pourrait être non pas les anciens coachs qui sont pas en poste actuellement, pourquoi pas chez les assistants. Il y a toujours un peu cette option et là, il y a quand même un peu moins de choses à dire pour le coup que Bud qu'on connaît, Vogel qu'on connaît, Mike Malone on connaît, etc. Les assistants, ils sont assistants, donc on sait pas, on connaît pas trop leur style de jeu, leur philosophie, etc. Mais on peut dire un peu les noms principaux qui reviennent sur les news depuis 2-3 ans. Un peu les candidats, c'est Chris Quinn, le principal à Miami, c'est Chris Quinn, assistant de Spoelstra, qui avait failli avoir le poste des Lakers. D'ailleurs, Chris Quinn, qui je pense va être coach NBA bientôt. On avait Kevin Young à l'époque qui était au Suns, mais qui est parti à BYU en NCAA, mais qui était aussi un mec qui revenait tout le temps. Un autre qui revient tout le temps depuis 2-3 ans, c'est Mika Nori, pas Mike. Mika Nori, qui avait même été, vous savez, un peu intérim head coach pendant les playoffs 2024, quand Chris Finch était fait le genou. Mika Nori avait coaché en tant que principal. Et voilà, Mika Nori aussi est sur les tablettes de pas mal de monde depuis 2-3 saisons. Donc voilà, Mika Nori. Johnny Bryant aussi. Johnny Bryant et comment il s'appelle aussi l'autre, des Cavs, c'est Ott ou Otto, Jordan Ott. Jordan Ott, les deux assistants. Jordan Ott et Johnny Bryant des Cavs qui sont pressentis néanmoins, c'est un peu les finalistes paraît-il pour être aux Suns. Voilà, donc à quel point les Knicks font pas aussi ne licencient pas Thibodeau maintenant pour un peu faire le pressing. Il paraît que ça peut être ça une piste, aller faire une offre vite pour Johnny Bryant qui est finaliste du côté des Suns. C'est une possibilité. Sean Sweeney aussi, côté Dallas, assistant connu aussi, Sean Sweeney qui va être coach bientôt je pense. Bon, assistant Brett Brown, l'ancien des Spurs, assistant aux Spurs qui a été head coach aux Sixers, techniquement il est là. Et est-ce que Brett Brown va accepter maintenant qu'il n'a pas eu le poste aux Spurs et que c'est le genou qui a le poste devant lui, est-ce que Brett Brown va pas un peu vouloir redevenir head coach? Je ne sais pas. Il y a un truc qui serait marrant sinon. Il y a un mec, vu qu'on parle des Villanova Knicks, il y a leur coach qui est sur le marché. Leur ancien coach, c'est les mecs de Villanova, donc la fac de Villanova avec Brunson à l'époque, Michael Bridges, Josh Hart, il y avait DiVincenzo aussi à l'époque, mais voilà, un peu le gang de Villanova. Leur coach, Jay Wright, n'est plus en poste à Villanova. Il est parti, donc il est sur le marché. Ça serait un peu la surprise du chef d'aller chercher un Jay Wright pour le coup qui a jamais coaché en NBA. Mike D'Antoni, tant qu'à faire, soyons fous, ou sinon carrément Jeff Van Gundy pour revenir aux racines, mais non, ça je plaisante un peu ces derniers noms. Mais voilà, je pense que soit ça va taper sur un gros nom, mais à part Bud, je vois pas trop d'autres gros noms sur le marché, de vraiment très très sexy, on va dire. C'est pas comme si à l'époque, quand il y avait encore Kenny Atkinson ou des mecs comme ça sur le marché, ou alors sinon un assistant, mais bon, c'est un peu qui tout double avec les assistants. C'est toujours un peu qui tout double, c'est-à-dire que oui, c'est un peu le meilleur pari à faire pour le long terme en général. Mais en même temps, est-ce que sur un cycle court ou sur un cycle où tu veux être bon, pas que long terme, mais aussi court terme, ça reste un peu risqué. D'ailleurs,
On l'a vu avec les Bucks. Avec les Bucks qui étaient en plein prime, en plein cycle, on veut être candidat au titre et on l'est. Ils vont chercher Adrian Griffin qui était pas si mauvais que ça. Au final, Griffin, on a vu. Mais sauf que Griffin, il a pas eu le soutien du vestiaire du tout. Giannis a dit non, au bout de 3 mois, vous lui coupez la tête. Donc Giannis a dit ça, on lui a coupé la tête. C'est aussi le risque. C'est que c'est pas un mec qui, au-delà de la compétence basket, qui peut être un point d'interrogation, parce qu'un mec qui a jamais été head coach, il sait pas gérer. Et en tout cas, il a jamais connu, pour de vrai. Mais aussi le côté vestiaire. Et là, dans un vestiaire qui veut jouer le titre directement, comme les Knicks, à mon avis, prétendent sans doute le faire, bon, bah, tu ramènes un mec un peu jeune à la Chris Quinn, à la Sean Sweeney, pardon, ou des mecs comme ça. Il y a peut-être pas non plus ce passif, il y a peut-être pas non plus le côté tenir le vestiaire, le statut, etc., etc. Donc voilà. Bref, ça, on verra quelles sont les pistes côté Knicks. J'ai pas plus d'infos que vous. Donc on va pas développer. Rebasculons peut-être un peu sur Thibodeau pour finir. Thibodeau qui, je trouve, je vais le dire très simplement, pour moi, c'est un des meilleurs coachs en NBA qu'on a eu depuis 15-20 ans, quoi. C'est assez clair, depuis 15 ans d'ailleurs, parce qu'avant il était assistant à Boston, il a été head coach en 2010 pour la saison 2011 chez les Bulls, donc pour moi c'est un des meilleurs coachs qu'on a eu depuis 15 ans, sans trop sourciller en plus, quoi, pour le coup. Le problème, il est évident, c'est que c'est pas un coach qui a une bague. Voilà, il n'y a pas le titre. Donc dans la ring culture et dans le quand on juge que par le résultat, bon, ben c'est vrai qu'il y a pas la bague, donc ça peut pas être considéré comme un bon coach. C'est un peu le problème. C'est un peu le problème. Quoique vous me direz, il y a aussi des coachs comme Doc Rivers qui ont une bague et qui sont quand même moqués. Peut-être parfois à raison, mais non, mais c'est toujours un peu le problème, c'est que je pense que ça reste un des meilleurs coachs qu'on ait jamais eu, qu'on ait eu depuis 15 ans. Alors un des meilleurs, ça veut pas dire top 2, mais peut-être top 5, top 10 très très facilement. Je trouve plus également de surcroît l'aspect sans doute historique, où je pense que c'est un coach qui a marqué l'histoire de la NBA, parce que c'est sans doute un des, si ce n'est le premier, qui a un peu développé la fameuse défense de Boston à l'époque. C'était le coordinateur défensif, l'assistant de Doc Rivers côté Boston, à l'époque de Garnett, Pierce et Ray Allen, à l'époque du Big Three. Et Thibodeau, ça a été un peu le premier à développer ce qu'on appelle la overload defense, c'est-à-dire overload, surcharger littéralement le terrain du côté où il y a le ballon. Évidemment. Et ça se fait pourquoi ? Ça a été aussi rendu possible et ça a été un des premiers à le faire. Pourquoi ? Parce que les défenses de zone ont été autorisées post-saison 2004. Donc vous voyez que au bout de 2-3 ans, il y a un mec qui arrive et qui dit on va un peu plus institutionnaliser ça, on va tirer profit du fait que, contrairement à avant, on a le droit de faire bouger nos mecs sur l'échiquier, on n'est plus obligé de rester, bah tiens, toi t'as un shooter dans le corner, t'es obligé de rester à 1 mètre ou 2 du shooter, sinon c'est hop, faute qui est sifflée et t'as pas le droit d'abandonner ton mec. Donc depuis l'autorisation mi-2000 des défenses en zone, Thibodeau a cette importance, en tout cas au moins symbolique. Dans les faits, il y a peut-être d'autres mecs qui l'ont fait aussi, mais symboliquement, ça restera quelqu'un qui, peut-être même le premier, qui a réussi un peu à instaurer et faire en sorte qu'on ait ces défenses un peu non pas défense de zone, mais d'avoir toujours le mec côté faible qui vient un peu zoner, qui vient faire une rotation, voire même une pré-rotation côté ballon depuis le côté faible, etc. Donc il y a cet impact un peu, je trouve, significatif quand on raconte un peu l'histoire tactique de la NBA, mais même pour rester plus terre à terre, c'est aussi un mec qui, partout où il est passé, ça marche, quoi. Partout où il est passé, ça a marché. Alors ça n'a pas marché partout très longtemps, on est d'accord, vous connaissez l'épisode des Wolves, des Timberwolves, mais voilà, c'est un mec qui, il arrive à New York, il fait des merveilles. Il y a cet aspect de il n'y a pas de bague, et il y a aussi l'aspect avec lui de les blagues. Et les blagues, pas forcément à tort, et puis des blagues, ça peut être aussi que des blagues, mais les blagues, les running gags sur le temps de jeu, et s'il pouvait, il ne ferait jouer que 4 joueurs sur 5, ou il ferait jouer tout le monde 48 minutes, etc. Bon, c'est sympa, c'est pour Twitter, mais malgré ça, je trouve que quand même, voilà, on a aussi la blessure de Derrick Rose en 2012, qui est un peu... On peut lui reprocher, pourquoi est-ce que Derrick Rose est sur le terrain contre les Sixers sur cette fin de match où il n'y a pas besoin qu'il soit sur le terrain, et c'est un truc qu'il a recommencé pas mal de fois. Pourquoi est-ce que sur des fins de match il y a tel joueur sur le terrain, pourquoi est-ce que sur des matchs un peu insignifiants de fin de saison où le match est déjà plié, pourquoi est-ce que Josh Hart joue 47 minutes alors que le match est plié depuis 5 minutes, quoi. Ce genre de choses, ça peut arriver. Donc il y a eu l'épisode Derrick Rose qui a été marquant. Et l'épisode aussi de Butler, qui en playoff 2013 enchaîne, je crois que c'est 3 matchs à 48 minutes. Voilà. Butler qui à l'époque n'est pas du tout une star, qui est plutôt un role-player défensif, qui est plutôt, un lieutenant défensif, on va dire, qui est là que pour la défense, et qui est le premier depuis Wilt Chamberlain à passer 48 minutes sur le terrain. Chamberlain l'avait fait sur toute une saison complète en 62, et là en 2013 on a Butler qui nous enchaîne 2, 3, 4 matchs en restant sur le terrain tout le temps. Voilà, c'est un peu la patte Thibodeau, et on aime bien s'en moquer, et je dis pas ça pour que sur l'aspect de c'est de la blague et c'est pas grave. Non, il y a aussi un fond de vérité, il y a un fond de c'est pas bien, un fond de aussi c'est
un aveu de faiblesse, je ne sais pas, mais c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Ça a aussi des conséquences de santé, de fatigue, etc., etc. On est d'accord. Néanmoins, malgré les reproches tactiques de la série finale de conf, malgré ce qui fait pas toujours bien sur la saison régulière 2025, malgré les blagues parfois justifiées, même souvent justifiées, sur le minutage de ces stars ou de ces joueurs majeurs, etc., etc., reprenons un peu... Si on fait un peu le bilan, voilà, bilan un peu de New York, je pense qu'on peut clôturer ce podcast en clôturant l'ère Thibodeau chez les Knicks. C'est une ère absolument fabuleuse à l'échelle des Knicks récemment. On parle d'une équipe qui a gagné un titre il y a 14 décennies et qui surtout, même au-delà de ça, n'avait pas connu une ère de compétences depuis des années et des années et des années. Et je suis même pas sûr que Carmelo Anthony, la fameuse saison 2013 qui sort un peu du lot, hein, la saison où en fait il y a Carmelo mais il y a surtout plein de vétérans, c'est-à-dire les Knicks finissent 2e ou 3e de conf parce qu'il y a Carmelo, mais il y a J.R. Smith aussi qui est revenu depuis de Chine, mais surtout il y a Jason Kidd qui est en vétéran cette année-là, il y a Kenyon Martin, il y a Rashid Wallace, il y a Prigioni qui arrive là, en rookie Pablo Prigioni de 38 ans. Enfin, l'effectif était quand même extrêmement blindé en termes de vieux, de vétérans, de compétences, même de jeunes aussi. Iman Shumpert qui était aussi par là. On avait les shooters Chris Copeland et Steve Novak à une époque où les mecs se faisaient pas encore chasser défensivement et donc ils pouvaient juste apporter le spacing de fou. À une époque où le spacing n'a pas encore explosé, il va exploser précisément cette saison 2013. Donc les Knicks ont participé, mais bref, fermons la parenthèse, excusez-moi. Non mais je suis même pas sûr qu'on puisse considérer cette saison, la seule saison de compétence des Knicks, comme une période de victoire en fait. C'est littéralement une saison. Le reste, c'est des Knicks de Carmelo qui ne sont jamais en playoff. Alors si, peut-être 2012. 2012, ils font playoff de premier tour contre Miami, mais c'est une équipe assez banale, quoi. Je veux dire, c'est quand la dernière période de au moins 2-3 saisons consécutives ou 3-4 saisons sur 5 où ça fait des playoffs, où ça passe des tours. Il faut remonter, je crois, années 2000 ou 90, je pense. Donc voilà, là encore, il faut aussi faire la part des choses. On a un front office des Knicks qui veut se séparer de Thibodeau aujourd'hui pour faire mieux, ça s'entend, mais tout de même, à l'heure du bilan, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui et maintenant, en fin de podcast, à l'heure du bilan, quelle ère incroyable pour les Knicks. Et quel bilan, je trouve, de très très bonne qualité. Pour vous dire, hein, donc refaisons un peu le bilan, il arrive pour la saison 2021, et il fait 5 saisons, 41 victoires, 37, 47, 50 et 51. 37, c'est pas très bien. Il fait une saison un peu décevante en 2022. Pourquoi aussi? Parce que vous savez, c'est la saison où Julius Randle est assez catastrophique. Brunson n'est pas encore arrivé. Bref, donc celle-là, elle est pas top. Mais le pas top, il est à 37 victoires. C'était plus arrivé depuis quasiment une dizaine d'années. Depuis, je crois que c'est 2014, la saison après Carmelo Anthony, Jason Kidd et Rashid Wallace, etc. Enfin bref, c'est une saison décevante où ils sont aux portes des playoffs. Plus... Vous allez me dire, oui, mais en 2021, 41 victoires, bon, c'est pas si impressionnant que ça. Déjà, c'est 41 victoires sur une saison raccourcie. Ok. Mais c'est surtout 41 victoires après une saison 2020 où les Knicks étaient à 21 victoires. Il y a eu un saut de compétences et de victoires qui est faramineux entre 2020 et 2021 et, oserais-je rajouter, sans aucun changement majeur d'effectif. C'est-à-dire que l'équipe 2021, qui est un peu aidée par la Jedi Defense, hein, eux aussi en 2021, tout le monde shootait bien en NBA sauf contre eux. Voilà, il y a un peu anomalie statistique cette saison-là. Eux, ils sont, je crois, à 33% de 3 points autorisés en termes de pourcentage. Enfin, c'est une anomalie, hein, c'est très très faible et c'est pas grâce à eux, c'est pas à cause d'eux, c'est de la chance. Bref, mais non, mais au-delà de ça, bon, Randle était déjà là l'année avant. En 2021, Randle est une star et il va en playoff contre les Hawks, etc. Mais Randle est déjà là en 2020. Reggie Bullock aussi, R.J. Barrett aussi, Elfrid Payton aussi, Taj Gibson aussi. Finalement, les ajouts de cette équipe 2021 des Knicks, c'est Nerlens Noel, d'accord, vrai ajout, on va en parler. Alec Burks, bon, ok, une vingtaine de minutes. Derrick Rose aussi, une vingtaine de minutes. Et 2 jeunes qui ont été draftés, Quickley et Obi Toppin. Sauf que Burks, Derrick Rose, Quickley, Toppin, c'est pas eux qui vont te faire progresser la défense. En l'occurrence, l'équipe entre 2020 et 2021 est devenue bonne, voire même très bonne. Pourquoi? Parce que la défense est passée de 24e à 4e. Encore une fois, je mets la nuance que, oui, petit boost, hein, ils ont été aidés par la réussite, la non-réussite adverse, qui est un truc aléatoire, mais la non-réussite adverse à 3 points des adversaires, d'accord, mais tout de même.
tout de même. On passe d'un mec qui prend une équipe, cette équipe ne change pas trop, même quasiment pas, et il en fait une équipe qui était à la base à 21 victoires, il la transforme en 41 victoires. Donc voilà, déjà la première saison, elle est assez énorme. Deuxième saison, on a dit un peu décevante avec Randle qui est catastrophique en 2022, d'accord. On signe Brunson et depuis Brunson, c'est 47 victoires, 50 victoires, 51 victoires. Je répète, mais pour le coup, je vais vous dire cette fois les victoires d'avant, les saisons d'avant, je veux dire, 21 victoires avant l'arrivée de Thibodeau, 17, 29, 31, 32. Voilà, on est vraiment sur ça. On est sur ce niveau de compétence, c'est-à-dire famélique toutes les années 2010. Thibodeau arrive, il nous fait 41 playoffs, alors qu'avant c'était Kata, 37, 47, 50, 51. Et donc au-delà même du simple jump entre 2020 et 2021, depuis l'arrivée de Brunson, on a affaire à une équipe qui n'est pas juste une équipe compétente, une équipe correcte, on a affaire à une équipe qui est bonne, voire même très bonne. 47, 50, 51, je peux même vous dire maintenant, non pas les nombres de victoires, mais le net rating également, donc le différentiel attaque-défense, ce qui est la meilleure manière de mesurer le niveau d'une équipe. En 2023, ils sont à plus 3,5 points de différentiel attaque-défense en positif par 100 possessions. C'est pas mal, et en 2024 et 2025, ils sont à plus 5. La barre symbolique des plus 5 est vraiment équipe très costaud. Plus 5, on est autour de, justement, calibre en général, finaliste de conférence. Donc, voilà un peu pour le topo, et voilà un peu pour le bilan, mine de rien, de ce Thibodeau qui a fait des merveilles sur ce cycle, je trouve. Alors oui, on ne parle pas d'une équipe qui a fait 5 finales de conférence, 3 finales NBA et un titre, ou 2 titres. Non, on ne parle pas de ça, on ne parle pas du Boston depuis quelques années, par exemple. Non, mais déjà, c'est de la compétence, c'est même plus que de la compétence, c'est un cycle de très bonne saison, mais en plus, relatif à ce qui se passait avant. C'était vraiment abyssal. Et même plus que ça, j'ai parlé de victoire, j'ai parlé de net rating. On peut dire d'ailleurs, pas que le net rating différentiel à l'attaque-défense, on peut juste aussi parler de l'attaque en soi. C'est un mec qui a fait que depuis que Brunson est là, l'attaque a été 2e, 7e et 5e de NBA. On parle d'un coach, soi-disant, et enfin pas que soi-disant, mais on parle d'un coach qui est vu et connu pour la défense. Vous voyez qu'il y a aussi beaucoup ça avec les coachs, hein. Ils sont assez vite stéréotypés sur lui c'est un coach défensif, lui c'est un coach offensif. Il y a une part de vrai là-dedans aussi, hein, notamment certains cas un peu extrêmes de type McDantoni ou des mecs comme ça. Mais tout de même, Thibodeau, je répète, Thibodeau coach défensif depuis 3 ans, 2e attaque de NBA, 7e attaque de NBA, 5e attaque de NBA. Bref, laissons un peu de côté les stats, et notamment les stats un peu générales, net rating, victoire, etc. Même plus que ça, pour moi, ce cycle est absolument fabuleux aussi. Pourquoi ? Le développement des joueurs et le travail qui a été fait. C'est-à-dire que, déjà, premièrement, le développement des jeunes. Quickley, drafté cette époque-là et qui explose. On oublie un peu parce que depuis qu'il a été échangé aux Raptors, il est un peu plus en pointillé à cause des blessures, mais Quickley, pour moi, saison 2023, le run de playoff 2023, il sort d'une saison qui est vraiment assez épatante. Et voilà, bref, développement de Quickley, développement aussi de Barrett, alors peut-être pas autant, mais mine de rien, il a réussi à développer ces jeunes-là qui ont fait que, tiens, on les a bien développés et ça nous a permis d'obtenir en échange OG Anunoby. Donc, en partie, Anunoby, il est là aussi. Pourquoi ? Parce que tu as fait un bon travail de développement de ces jeunes-là. Et que ces jeunes-là sont devenus de bons joueurs NBA, alors que avec des prospects, c'est jamais sûr. Un prospect peut aussi totalement disparaître et la valeur s'échappe. Tu peux aussi ne rien avoir. Là, non seulement on a eu des bons joueurs NBA qui ont été assez attirants pour constituer un package, mais en plus, ils ont été prolongés à des contrats aussi, mais ils ont eu ces contrats parce qu'ils les méritaient et qu'ils n'étaient pas totalement nuls, notamment. Donc voilà, ce Anunoby est aussi là pourquoi ? Parce qu'il y a un bon travail de développement de Thibodeau sur les jeunes. Sur les jeunes, on peut aussi rajouter d'ailleurs Quentin Grimes. Pareil, Grimes, quand il arrive, il se fait drafter 20, 21, je sais plus, je crois que c'est 20. Mais bref, le développement de Grimes est également assez impressionnant. Le développement de Quentin Grimes est également, premièrement, assez impressionnant, et deuxièmement, c'est aussi ce qui a permis d'obtenir Grimes en échange de Bogdanovic, qui ensuite, lui-même, a obtenu Mikal Bridges. Donc vous voyez que le simple travail de Thibodeau sur les jeunes obtient l'équipe d'aujourd'hui. Anunoby et Mikal Bridges. De la même manière, il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi le travail de relance qui a été fait sur Julius Randle et le développement de Randle depuis que Thibodeau est là. Alors, il est parti maintenant, mais bon, Randle d'avant, il était quand même beaucoup moins intéressant avant l'arrivée de Thibodeau. La version des Pelicans, ok, il avait des ballons parce que Davis voulait se barrer et voulait pas jouer, d'accord. Et puis même la première année Onyx en 2020, il fait des stats bruts, mais c'est pas hyper intéressant. Je pense que la version actuelle de Randle, qui est passée entre les mains de Thibodeau, elle est quand même
plus intéressante. Bon, on peut le dire aussi pour Chris Finch pour cette année, mais même déjà l'an passé, même déjà en 2024, 23, 22, c'est son année un peu nulle, mais même 21, on a un mec qui est largement plus intéressant. Pour le coup Randle. Donc ça c'est pareil, je pense qu'on peut le lier au travail de Thibodeau, l'optimisation, la mise en contexte, le travail tactique, etc. Et pareil, Randle, c'est ce qui a permis d'obtenir, mais encore, Karl Anthony Towns. Voilà. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, mais il n'y avait pas que Randle dans cet échange, il y avait aussi DiVincenzo. Et DiVincenzo, c'est pareil. DiVincenzo, c'est un mec qui a été blessé gravement chez les Bucks en 2021. Il était titulaire dans cette équipe, mais il n'a pas fait les playoffs du tout, quasiment parce que blessé. Il n'est pas vraiment là pour le titre, etc. Un peu galère ensuite derrière. Il fait un peu role-player chez les Warriors en 2023. Bon, d'accord, mais une vingtaine de minutes par match. Mais qui est-ce qui le relance vraiment? Qu'est-ce qu'il met titulaire NBA en 2024? C'est Thibodeau. Et on a vu que c'est un vrai bon titulaire NBA. Donc ça, encore un nom à rajouter là-dessus. Un autre nom, Hartenstein. Hartenstein, qu'on aimait bien depuis toujours, pour le coup. Même quand il était backup aux Clippers, on voyait qu'il y avait des trucs intéressants, etc. Mais le développement et l'explosion de Hartenstein, saison 2024, ça se fait encore une fois sous Thibodeau. Pareil, je vais même pas citer le plus évident, mais évidemment, Jalen Brunson. Brunson, quand il signe à l'époque en 2022, il y a la mafia New York Knicks, il y a Rick Brunson, il y a le salaire de Rick Brunson, son papa qui est un peu louche, etc. Bon, ok. Il y a eu des micmacs, mais mettons ça de côté. Le Brunson qui arrive en 2022, certes, il est fort, il est très fort, mais c'est pas à ce point. C'est pas le joueur qu'on a actuellement qui s'est invité dans le top 20 ou pas loin, quoi. Donc, vous voyez que quand on fait la liste, Quickley, Barrett, Randle, Brunson, Grimes, Hartenstein, DiVincenzo, McBride aussi d'ailleurs qu'on peut rajouter là-dessus, Max McBride. À l'époque, Nerlens Noel qui commençait un peu à végéter en NBA malheureusement, que j'aime beaucoup mais qui faisait trop rien. Sa seule saison entre 2015 et maintenant, sa seule saison bonne quasiment, c'est 2021 sous Thibodeau. Thibodeau a retransformé Nerlens Noel, ça n'a pas duré, ça a duré qu'une saison, après les blessures sont revenues un peu l'embêter, mais Nerlens Noel en 2021 c'est de nouveau ultra intéressant, comme ce qu'on avait vu en tout début de carrière, aux Sixers. Donc voilà, là encore un mec qui a bien performé. Pareil pour, je crois que c'est Reggie Bullock, non qui s'était un peu, non pas perdu, mais c'était pas hyper intéressant, qui nous fait une saison 2021 génialissime. McBride, je crois qu'on en a parlé déjà, mais Mitchell Robinson, draft 2019, je crois, oui, c'est ça. Et Robinson, il a été développé entre les mains de Thibodeau. Et Robinson, je peux un peu rappeler l'historique de Robinson, mais Robinson, c'est un mec qui a été obligé d'aller jouer ailleurs qu'aux États-Unis. Il n'est pas du tout passé par la case NCAA. Il est joué en plus dans un pays de l'Est, je crois. Enfin, un truc vraiment assez atypique, mais on savait que c'était un mec qui avait du talent pur, en tout cas des mensurations physiques et qualité athlétique impressionnante, etc. Donc, il se fait drafter un peu sur le côté jeunesse, talent pur, deuxième tour. Moi, j'étais pas fan du tout. Moi, j'étais pas fan du tout. Et tous les mecs qui suivaient la draft à l'époque, un peu, parce que je suivais la draft à l'époque, on n'était pas trop fans. Ou en tout cas, c'était un peu le kit double et le projet un peu long terme. En l'occurrence, on a un vrai joueur NBA aujourd'hui, qui est embêté par des blessures, qui est pas parfait. On a un vrai joueur NBA, ce qui n'était pas donné d'avance du tout avec un prospect comme ça. Des prospects de ce type qui passent pas par la NCAA, qui talent pur, très grand, mais qui n'ont pas le cerveau, qui n'ont pas le toucher de balle, qui n'ont pas de trucs comme ça. Je peux en citer des tonnes et des tonnes qui, en fait, ne font jamais rien en NBA, qui se font drafter sur le talent ou qui se font récupérer sur le talent pur, mais qui ne font rien. Donc, là encore, je pense que le dossier Mitchell Robinson est une vraie réussite pour nos amis les Knicks et pour Thibodeau. Donc, vous voyez qu'au final, quasiment tous les joueurs de l'effectif, aujourd'hui, c'est un peu, en partie, ou sous Thibodeau, qu'ils ont performé, surperformé, obtenu des contrats, été échangés pour avoir mieux. Voilà, Anunoby et Michael Bridges, c'est pas Thibodeau, mais c'est obtenu grâce au travail de Thibodeau également. Donc voilà, et puis là, je parle des Knicks un peu en longueur parce qu'on fait le bilan des Knicks, c'est le podcast du jour aussi, mais je vais pas refaire aussi en détail, mais les Wolves, c'est pareil. Minnesota, ça a duré qu'une saison malheureusement parce que le vestiaire a pété avec Butler qui a voulu se bagarrer avec Towns, avec Wiggins, etc., etc. Et c'était pas parfait non plus chez les Wolves. Il y a eu des soucis peut-être un peu tactiques autre que vestiaire aussi, mais c'est la seule saison de compétence des Wolves jusqu'à l'arrivée de Edwards et de ce cycle-là, en fait. Il y avait eu le cycle un peu Kevin Love et Rubio début 2010, mais qui n'a jamais donné de playoff. Au final, quand Thibodeau arrive, le mec les fait retrouver les playoffs pour la première fois depuis X années. Il gagne le fameux, on peut appeler ça un 16e de finale contre Denver, le dernier match de saison régulière, et le gagnant allait en playoff. Et puis même avant ça, vous allez me dire, ouais, mais il fait que un premier tour. Oui, mais en fait,
avant cette saison-là, on a Butler qui se blesse en février ou mars. Avant ça, avant cette blessure de Butler, qui va durer assez longtemps malheureusement, mais en fait les mecs sont 3e de la conférence Ouest. En 2018, l'année de Rockets, Warriors, etc. Bon, voilà, ça a duré qu'une saison, mais c'était là. C'était de la compétence, c'était une vraie bonne saison, et de la victoire chez une équipe qui, en fait, un peu comme les Knicks, avait été nulle pendant des années et des années et des années, et Thibodeau arrive et apporte cette compétence. Donc c'est là aussi où je pense qu'il faut un peu nuancer. Tous les coachs ne sont pas obligés d'être des 10 sur 10 pour être un bon coach, quoi. Tu peux aussi juste avoir des coachs qui sont imparfaits, mais très cool, et qui méritent aussi d'avoir du crédit et qui ont une valeur, en fait. C'est pas parce que t'es pas Steve Kerr, c'est pas parce que t'es pas Phil Jackson, hein, pour prendre un truc sur lequel tout le monde sera d'accord, peut-être. Mais voilà, Thibodeau, c'est pas Phil Jackson, mais c'est quand même très cool, quoi. C'est un mec, partout où il passe, c'est compétent et ça marche bien. Même si, oui, il y a tel ou tel défaut, il fait jouer des mecs un peu trop rigides, etc., etc. Et puis pareil chez les Bulls. Il arrive chez des Bulls qui ont été assez moyens toutes les années 2000, post-Michael Jordan. Il y a eu parfois des pics un peu mieux que d'autres. Et les Bulls, le cycle avec Thibodeau, Derrick Rose, c'est un cycle absolument magique. Alors malheureusement, bon bah oui, tu te fais battre par Miami première année parce que Miami est trop fort, avec LeBron et Dwayne Wade et Chris Bosh, d'accord. Et deuxième année, bah, on saura jamais. On saura jamais parce que blessure de Derrick Rose. Donc on a eu qu'une seule saison où il a pu un peu être en compétition avec le Heat en étant à fond, en fait. Hein. Et donc on a un cycle de 5 ans, mais une seule vraie année, avec une équipe en plus qui était non seulement un peu moins bonne, mais surtout très jeune, en fait. Donc bon, c'est un peu dommage. Mais voilà, il fait, en termes de saison régulière notamment, bah, il nous fait 2 saisons qui sont à plus 9 de net rating. Donc j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais la barre des plus 9, plus 10, on est sur des équipes d'élite ou d'ultra-élite, hein, pour le coup, de différentiel attaque-défense par 100 possessions. Donc voilà, 2 saisons d'élite, plus même après où Derrick Rose n'est plus là. Saison 2013, il n'est plus là, et 2014, pareil, il fait une deuxième saison quasi blanche, il fait 2-3 matchs en début de saison avant de se reblesser l'autre genou. Et ben malgré ça, sans Derrick Rose, et d'ailleurs sans remplaçant de Derrick Rose, hein, pour le coup, parce que Rose est blessé et son salaire aussi est blessé, hein, mais il n'y a pas genre 30 millions qui sont utilisés pour avoir une autre star de création offensive. Bah sans ça, on a les fameuses années Joakim Noah, en fait, hein, 2013 et 14 surtout. Le côté, l'attaque sans Derrick Rose, elle fonctionne, l'équipe est compétente, elle est plus élite mais elle est compétente, et elle est même en playoff. Elle est en playoff 2013, ils passent un tour, ils sont en playoff en 2014, ils sont upset par les jeunes Wizards. Mais voilà, même sans Derrick Rose, même sans la star, en fait, l'équipe est compétente. Et puis, Rose revient en 2015, mais bon, on est quand même plus sur le même niveau de joueur du tout. Mais d'ailleurs, au passage, ils sont pas si loin que ça d'upset, ou en tout cas d'embêter très fortement les Cavs, hein, au deuxième tour des playoffs 2015, malgré tout, mais bref. Mais voilà, moi je pense qu'il faut un peu prendre en compte tout ceci. Et oui, c'est pas un coach génialissime, c'est pas un coach parfait, il a ses défauts, il a ses trucs un peu énervants, un peu pénibles, mais mine de rien, c'est un coach extrêmement compétent, un coach qui, pour l'instant, partout où il est passé, ça a été génial, un coach qui a développé des jeunes talents un peu partout. D'ailleurs, j'ai parlé beaucoup de New York, là, tous les exemples à New York. Les Bulls, c'est un peu pareil, que ce soit Derrick Rose, évidemment. Bon, c'est pas que lui, hein, il y a aussi le talent du mec, mais Joakim Noah aussi. Je pense qu'on peut aussi le mettre. On peut en tout cas voir le lien entre Joakim Noah qui se développe sur une ère de Thibodeau. Et puis, même, d'ailleurs, il y a un truc qui me dérange un peu avec Thibodeau, je trouve, c'est un peu au niveau de son image. On a un peu cette vision, le coach défensif, et même un peu le coach à l'ancienne, le coach old school. En l'occurrence, je trouve que s'il y a bien un mec qui appartenait à la NBA d'avant, on va dire, mais qui en fait a su évoluer avec précisément l'évolution du jeu, qui a su rester à la page, c'est bien Thibodeau. Pour le coup, déjà, au-delà du fait que c'est vu comme un mec défensif alors qu'il a des tops attaques, on l'a vu au Knicks, ok, mais même défensivement. Je veux dire, il y a des exemples de coachs qui sont un peu des coachs d'avant, d'il y a 10-15 ans, et qui finalement sont un peu dépassés, ou qui deviennent consultants et ils comprennent pas ce qui se passe, etc. Voilà, je pense que vous comparez un peu les équipes des Bulls 2011 et puis les Knicks 2025, c'est pas du tout la même NBA, c'est pas du tout les mêmes équipes non plus. On n'a pas un mec dogmatique, on n'a pas un mec qui est old school, enfermé dans ses principes. C'est aussi ça pour moi, je trouve, hein. La marque des grands coachs, c'est aussi ça. C'est évoluer avec son temps. Et c'est aussi se mettre à la page. Et ça, là-dessus, je pense qu'on peut pas lui reprocher non plus. Donc maintenant, pour conclure, dernier point, quel va être le prochain chapitre de sa carrière? D'ailleurs, sa carrière va-t-elle s'arrêter maintenant? Je ne sais pas. Je n'espère pas. J'espère qu'on pourra un peu le revoir ailleurs. Mais c'est vrai que, comme dit, hein, partout où il est passé, on a vu un mec qui a pris des équipes qui étaient une moyenne ou nulle depuis 4, 5, 6, 10 ans, et qui,
quand il arrive, c'est la meilleure période de la franchise depuis 15 ans. Voilà, c'est un peu, je caricature, mais c'est un peu ça. Ça a été ça à Chicago, ça a été ça aux Wolves, même si ça n'a pas duré, et ça a été ça aux Knicks. Et donc maintenant, prochaine question, question finale. Quelle va être la prochaine équipe qui galère depuis des années et qui, d'un coup, va prendre Thibodeau avec ses forces et ses faiblesses, avec le Thibodeau d'habitude qui va faire trop jouer sa star ou son role-player chouchou, mais qui va enchaîner des saisons à 40, 45, 50, 55 victoires et qui va le virer au bout de 3-4 ans parce qu'ils ne sont pas allés au bout. Quelle sera la prochaine destination ? Bon, la difficulté, entre guillemets, c'est qu'il y a quand même beaucoup de mauvaises équipes actuellement avec des bons coachs. Ou en tout cas, soit des bons coachs, soit des coachs en début de cycle. Donc on n'a pas encore eu le temps de voir si c'était bon ou pas bon. Mais même, je trouve que globalement, voilà, par exemple, je pense que le truc un peu évident, ce serait Charlotte. Charlotte, qui sont nuls depuis X années. Charlotte, Thibodeau arrive, il va faire des saisons à 45 victoires, voire 50 victoires. D'un coup, ça va redevenir compétent, défense, etc. J'arrive totalement à imaginer dans l'arc narratif de sa carrière, Thibodeau, finir chez les Hornets et faire ce que personne n'arrive à faire, c'est-à-dire amener les Hornets vers de la compétence et même vers des playoffs, ça serait beau. Mais voilà, Hornets, il y a Charles Lee qui vient d'arriver. Charles Lee qui a été assistant star pendant quelques années, qui enfin a été embauché et qui en plus fait du bon travail, je trouve, pour l'instant. Donc Charlotte, ce serait pas pour tout de suite, pour le coup. Je pense que l'endroit peut-être pour tout de suite, ça pourrait être un peu les Wizards. Je crois qu'ils ont confirmé leur coach, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils ont confirmé Brian Keefe, si je ne dis pas de bêtises, pour l'an prochain. Mais bon, c'est pas non plus un gros nom, et c'est pas un ancien assistant star en mode lui il nous le faut, c'est la jeunesse, c'est Charles Lee, c'est d'ailleurs pareil, Toronto, Brooklyn, qui ont des coachs jeunes, mais déjà très, très intéressants, je trouve. Donc voilà, dans le paysage un peu des équipes nulles, pour l'instant, non. Il y a peut-être les Wizards, mais en dehors de ça, Charlotte, pour l'instant, non, pas pour tout de suite. Toronto, pas pour tout de suite. Brooklyn, pas pour tout de suite. Les Spurs, on aurait pu penser qu'il y avait une place à prendre, mais non. Ils ont pris Mitch Richmond, mince, comment il s'appelle ? Je ne sais plus. Mais donc, Spurs non plus. Peut-être les Pelicans. Peut-être. Il est possible qu'on voit un bouleversement total des Pelicans. Pour l'instant, ça n'a pas été fait. À voir ce qui va se passer avec le Kawhi Zion, à voir ce qui va se passer avec le reste de l'effectif, tout ce qui est Herb Jones, Trey Murphy, est-ce qu'eux vont être revendus en pièces détachées pour recommencer totalement un nouveau cycle ? Peut-être. Mais bon, pourquoi pas les Pelicans ? Je ne sais pas, mais c'est parmi les mauvaises équipes, un peu une des seules qui pourrait prétendre. Tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas évoqué, mais le Jazz, ça fait partie pour moi de ces équipes, un peu comme Brooklyn, Toronto, Charlotte, qui sont mauvais, mais qui ont déjà un bon coach. Donc voilà, Will Hardy, on n'y touche pas. Donc Thibodeau pourra pas arriver au Jazz et remettre un peu de compétences là-dedans. Je pense que les Blazers auraient pu être intéressants, mais je pense que Billups s'est un peu sauvé là. Billups s'est un peu sauvé sur la deuxième partie de saison, aussi parce qu'en fait il est meilleur. Billups s'est aussi amélioré. C'est ce qui n'est pas non plus choquant ou étonnant. C'est juste qu'avant il n'avait jamais bossé en tant qu'assistant, à part une pauvre année avec Tyronn Lue. Mais voilà, au bout d'un moment, tu apprends le métier et tu deviens meilleur. Et Billups est devenu meilleur, donc c'est peut-être pas pour tout de suite l'aspect de on vire Billups cet été, on fait venir Thibodeau, mais peut-être l'an prochain. Peut-être, c'est probable qu'en cours d'année ou l'an prochain, Thibodeau soit aux Blazers, et pareil, on va enchaîner des saisons à 50 victoires aux Blazers, je ne sais pas. Les Suns, j'y crois pas trop. Déjà parce que les recherches ont l'air pas mal avancées en termes de timing, ça colle pas, il vient de se faire virer l'ami Thibodeau, et on sait que les Suns, ils ont plutôt ils sont assez loin, ils ont déjà des finalistes, je veux dire, pour embaucher en tant que coach, et en plus, de surcroît, on a vu qu'il y a un virage qui a été pris côté Suns, c'est-à-dire que ok, on avait qui est-ce qu'on avait d'ailleurs, on avait Frank Vogel, d'accord, le coach un peu de statut quoi, à l'ancienne, confirmé, on va dire. Ça n'a pas marché. On a tenté le gros coup, le pari, qui n'était pas censé être un pari, mais le gros coup, Bud, coach star, ok. Là, maintenant, par contre, cet été, les candidats au poste des Suns ont été plutôt les fameux jeunes assistants un peu stars. Donc, je pense que Thibodeau ne correspond pas du tout au profil recherché actuellement par les Suns, qui vont vouloir prendre un Johnny Bryant, on a dit, ou un Jordan Hott. Donc voilà, je pense pas non plus. Après, reste une destination, Reste une destination pour moi. Bon, alors, peut-être deux. Les Bulls. Mais bon, les Bulls, il y a déjà un mec qui est pas mal. Enfin, en tout cas, à mes yeux, je sais que vous m'insultez dans votre tête, là, déjà, quand je dis ça. Mais moi, j'aime bien Billy Donovan. Je trouve qu'il fait du bon travail dès qu'il a du bon matos. Mais bref, peut-être Billy Donovan. Si au bout d'un moment, on se dit, allez, on passe à autre chose. Mais bon, en soi, c'est pas. On est quand même un peu sur le même profil de coach, grosso modo. Donovan et Thibodeau, je trouve.
Et puis, il s'entend aussi quand même pas mal avec le front office, donc c'est peut-être pas pour tout de suite. Mais peut-être l'option de revenir à Chicago un jour, ou même court terme, pourquoi pas. Je ne sais pas, mais non. Sinon l'autre que j'avais en tête, évidemment, les Sacramento Kings. Pour le coup, ça me paraît être le mariage parfait. Ça me paraît être le truc qui va arriver, c'est obligé. Il faut que ça arrive. C'est-à-dire que pour conclure cette carrière de coach, puisqu'il a quand même déjà 67 ans, je crois, le Thibodeau, pour conclure tout ça, quoi de mieux comme envolée, comme dernier défi que d'aller aux Kings et de enfin faire non pas une saison ou deux, mais 3, 4, 5 saisons de compétences, 3, 4, 5 saisons à plus 50 victoires dans la saison avec une assise défensive et avec des jeunes. Franchement, les Kings, en tout cas, ça ne pourrait pas être une meilleure fin de carrière et un dernier défi, je prends une équipe nulle et je la fais devenir très bonne, que les Kings. Alors, pas de suite, puisqu'ils viennent de confirmer le coach intérim qui était Doug Christie. Bon, c'est un peu dommage, parce que Christie, il aurait peut-être pu rester assistant à quelques semaines près, il aurait pu rester assistant, et puis voilà. Mais si je devais miser une pièce, peut-être, c'est pour l'été prochain, été 2026, Thibodeau aux Kings. Ce serait le scénario parfait, quoi. En termes de narratif, pour le coup, on peut pas faire mieux que Thibodeau qui va enfin sauver les Kings avec de la défense et avec du gros minutage, etc. Mais voilà pour Thibodeau. Thibodeau viré des Knicks. On a essayé un peu de traiter un peu tous les sujets, à la fois l'aspect Knicks et aussi à la fois l'aspect Thibodeau. J'espère que ça vous aura plu. Et en tout cas, moi, de mon côté, j'ai hâte de suivre et de voir où notre ami Tom Thibodeau, l'imparfait, mais néanmoins très bon coach, va atterrir pour peut-être une dernière destination en carrière. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour cet épisode totalement imprévu, évidemment, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Comme dit, je voulais parler des finales NBA et surtout de la construction d'équipe de ces équipes en finale NBA, mais c'est pas grave, on le fera, soit on va le faire dans quelques jours, soit sinon on le fera à la fin des finales, à la fin de la saison, on va dire, dans l'intersaison. Ça peut totalement être un sujet qui est pas urgent, un sujet d'intersaison. C'était juste là le prétexte, je voulais utiliser le prétexte pour le faire, c'était parfait, mais c'est pas grave en soi. Donc bref, plus tard, peut-être dans quelques jours, mais peut-être plus tard, on fera ce point sur la construction d'équipe. Mais avant ça, la prochaine fois c'est demain, jeudi, 5h du matin dans vos oreilles, j'espère que ce sera prêt, la grande preview tactique des finales NBA. On va laisser tomber les Knicks, on va laisser tomber le salary cap, l'intersaison, le temps d'un podcast, et on va se concentrer complètement sur cette preview tactique Indiana Pacers contre Oklahoma City Thunder. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour votre soutien, comme d'habitude. C'est un peu, je le répète, semblerait-il mécaniquement, mais je le pense vraiment. Ça fait vraiment très plaisir à chaque fois que je vois des petits messages, donc merci à vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.